Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Salut à toutes, salut à tous. 11e étape de la Vuelta. Et aujourd'hui, ça va pas arrêter de monter et de descendre parce qu'il y a 7 ascensions au programme, que des cols de 3e ou de 2e catégorie. Exactement 5 cols de 3e catégorie et 2 de 2e. Et on commence immédiatement en montée par l'Alto de Lokiz, 4 km à 4,7%. On enchaîne ensuite au kilomètre 25 avec l'Alto de Soloubé, 7 km à 4%. Au kilomètre 60 avec le Balcón de Biscaya, 4 km à 5%. Au kilomètre 85, l'Alto des Morgas, 8 km à 3,5%. L'Alto de Vivero au kilomètre 100, 4 km à 8%. Au kilomètre 130, on repasse une deuxième fois cet Alto del Vivero. Et puis au kilomètre 150, à 8 km de l'arrivée, on montera l'Alto de Piquet, 2 km à 9,2% de moyenne, au sommet duquel il y aura en plus 6, 4 et 2 secondes de bonif à prendre. Et ensuite, ce sera juste la descente jusqu'à l'arrivée. Donc cet Alto de Piquet risque d'être évidemment déterminant. La question, évidemment, c'est de savoir est-ce qu'il y aura encore des échappées à l'avant pour se disputer la victoire ou est-ce que ce seront les coureurs du classement général qui vont tenter de se distancer dans cette dure difficulté, courte, seulement 2 km, mais donc très pentue à 9,2% de moyenne. Aujourd'hui, ça sent quand même un bon jour pour une échappée. Après, les échappées, c'est assez terrible parce qu'il y a quand même eu 3 fois l'échappée qui est allée au bout depuis le début de cette Vuelta. Mais à chaque fois, c'est soit Jevine, soit Jay Ayuso qui s'est imposé, à savoir la Team Emirates, qui déjà gagne tout en temps normal quand c'est des étapes pour favoris, avec Pogacar ou avec Almeida et compagnie. Mais en général, quand c'est des échappées, il n'y a pas de Team Emirates qui s'impose. Puis ils sont là pour travailler pour leur leader. Dans cette Vuelta, c'est pas le cas. Les Team Emirates sont dans les échappées et du coup sont au-dessus du lot et s'imposent. Donc c'est vraiment des mauvaises nouvelles pour tous ceux qui comptent sur ces étapes pour baroudeurs pour tenter d'aller chercher un succès parce que c'est leur seul moyen. Les seules étapes, on ne voit pas de Emirates gagner, c'est sur les sprints. Ils ont juste Jason Molano de temps en temps qui en claque une, mais c'est tout. Ce qui laisse au reste du peloton. Et qu'à voir cette saison, la Team Emirates a remporté 77 succès tout au cours de la saison. La deuxième, c'est Lidl Trek avec 43. Puis la Quick-Step avec 34 ou la Visma avec 33. Donc voilà, ils ont gagné en gros 2 fois plus d'étapes que la deuxième équipe qui a le plus gagné. Et d'autres équipes World Tour comme la Movistar n'a gagné que 9 fois. L'IF qui fait pourtant une bonne saison n'a remporté que 10 succès. La Bahrain Victorious seulement 7. La Picnic Postenel seulement 4 succès. Donc voilà, comparé aux 77 de la Team Emirates, c'est évidemment peu. On va voir aujourd'hui si l'échappée va au bout, s'il y aura encore un Jevine ou un Juan Ayuso dedans pour aller chercher la victoire, si ce sera une autre équipe qui va réussir à tirer son épingle du jeu, ou si c'est le peloton qui va finalement aller chercher la victoire et les favoris du général. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour cette étape dans le Pays Basque. On part de Bilbao et on revient à Bilbao. 158 km, très vallonné donc. Victor Campenaerts qui se met en tête du peloton pour l'instant et qui immédiatement imprime un petit rythme. Pas d'attaque dans ses premiers mètres. On va peut-être attendre le début du pied de la première difficulté du jour, l'Alto de Lokiz. 4 km à 5%. On y sera dans 500 mètres. Et on va voir quels seront les premiers courageux du jour à tenter d'aller à l'avant. Et puis il y a aussi beaucoup de points à prendre aujourd'hui pour le classement de la montagne. Ce ne serait pas étonnant bien sûr de voir encore Jevine très actif aujourd'hui. Ça essaye dans cette ascension. On a vu Eddie Dunbar et Callan O'Brien tenter d'y aller. On a vu aussi Juan Ayuso ou Markel Bellocchi tenter de sortir. Et là, c'est au tour de Mats Pedersen d'aller à l'avant. Il est suivi par un coureur de la Cara-Rural. Mats Pedersen, c'est compliqué. Il défend son maillot vert, mais il sent que ça va être dur. Tellement d'étapes avec des arrivées au sommet, il ne pourra pas prendre de points. Les sprints intermédiaires, c'est que les 5 premiers qui à chaque fois prennent des points. Donc s'il n'est pas dans l'échappée, il n'y a rien pour lui. C'est compliqué. Et donc, il sait que s'il veut prendre des points, c'est lui qui doit être dans l'échappée. C'est pourquoi il essaye de sortir. Il est accompagné par Joël Nicolao pour la Cara-Rural. Derrière, dans le peloton, c'est un coureur de la Visma. Bien sûr, maintenant qu'ils ont le maillot rouge,
C'est eux qui qui contrôlent un petit peu les étapes désormais. Ce n'est plus à la Bahreïn Victorious. Et la Visma contrôlée, ils en ont l'habitude, ils savent le faire. Il n'y a pas de raison qu'ils ne laissent pas partir Pedersen et Nicolaou. Mais les deux coureurs, eux, ils aimeraient bien sûr d'autres coureurs avec eux pour avoir une chance d'aller au bout. Et d'ailleurs, ils arrivent au sommet là, Pedersen et Nicolaou. Et c'est Nicolaou là qui fait un petit effort pour passer devant Pedersen pour prendre quelques points. Derrière, il y a des coureurs qui sont encore sortis du peloton. Je pense que c'est un coureur de la Décathlon qui est sorti, qui va prendre la 3e place. Le petit point, il y avait 3, 2 et 1 point. Pour l'instant, les écarts sont minimes. Il n'y a même pas 10 secondes là entre le duo Pedersen-Nicolaou et le peloton. La Visma Lease the Bike qui contrôle durement, hein. Il laisse pas vraiment partir gros monde, les écarts sont minimes. Mats Pedersen et Joel Nicolaou sont toujours en tête, seuls. Ils sont poursuivis par un autre duo de coureurs avec Gal Gliva et Jordan Labrosse qui sont pointés à environ 15 secondes de Pedersen et Nicolaou. 10 secondes plus loin, on a le trio formé par Michel Esman de la Movistar, Christian Van Der Lee de l'IF et Rezu Soreda de la Cofidis. Et ces trois hommes ont aussi une dizaine de secondes d'avance sur le peloton d'où vient de sortir Guy Schlemreis pour la Picnic Post-NL. Réussi à sortir. Voilà, pour l'instant, il y en a donc des petits groupes éparpillés. S'ils veulent avoir une chance, il faudrait qu'ils se rejoignent tous. Mais la Visma qui continue d'imprimer un train régulier, c'est pas forcément pour revenir sur les hommes qui sont partis, mais c'est simplement pour être sûr qu'on roule. Et ce qui veut dire que si on veut faire partie de l'échappée, faut faire un gros effort, d'autant plus que là, on attaque la deuxième difficulté du jour, l'Alto de Soloubé. 7,3 km à 4%, mais c'est pentu seulement dans les 3 premiers kilomètres qui sont à 9% de moyenne, alors que les 3 derniers, eux, sont quasiment plats. Et en tout cas, ça attaque encore dans le peloton. Hein. Des coureurs de la Bahreïn, de la Movistar, Astana et les coureurs de la Visma qui ne poursuivent pas, mais qui simplement continuent d'imprimer un rythme soutenu. Ah tiens, la tête de course, Roel Nicolaou qui ne peut pas suivre le rythme mis par Mats Pedersen en mission aujourd'hui. Mats Pedersen, attention, quand il est dans ce genre de journée, il va loin et il est seul en tête désormais puisque Nicolaou ne peut plus le suivre. L'échappée, loin donc d'être formée pour l'instant. Il y a Juan Ayuso qui essaie d'y aller et Corren Ayuso qui y va. Forcément, il y a beaucoup de monde qui essaie de le suivre. Et le rythme qui s'accélère encore plus. Il y a même un coureur de la Visma désormais qui est un petit peu dans le groupe qui est sorti avec Ayuso. À l'arrière, il y a des coureurs qui commencent à être lâchés. On a vu le sprinter Jasper Philipsen. Plus étonnant, là, c'est Ben O'Connor carrément qui est déjà lâché. Lui qui avait fait 2e du classement général de la Vuelta l'an passé. Il est en difficulté. Et j'ai l'impression qu'à l'avant, cet effort de Juan Ayuso est en train de condamner un peu tout le monde. Il est revenu sur tout le monde, Juan Ayuso. Il n'y a plus que Mats Pedersen qui est devant lui. Mais le problème, c'est qu'il y a 15 coureurs dans la roue de Juan Ayuso qui le suivent. Ça n'est presque comique la manière dont ils le suivent. Et le peloton est plus que 5 secondes derrière ce groupe de 15-20 coureurs qui est en train de revenir, lui, sur Mats Pedersen. Il est possible qu'il y ait regroupement général là dans cette ascension. Et au moment du regroupement général, un seul coureur qui tente de ressortir, c'est encore Mats Pedersen. Il est quand même incroyable. Il est de nouveau tout seul en tête du peloton. Allez, non, il est rejoint par 2 autres coureurs qui sortent joliment là de l'arrière. C'est Marc Soler pour la Team Emirates. Encore un coureur de la Team Emirates qui tente d'aller à l'avant. Il est suivi par Luis Aula, le Vénézuélien de la Movistar, qui reviennent joliment sur Mats Pedersen. On a donc un trio là qui est reparti, qui va tenter de refaire un petit écart parce que là le peloton était revenu. Et on arrive d'ailleurs directement là au sommet de cette difficulté. C'est Mats Pedersen qui cette fois-ci passe en tête, prend des petits points pour le classement de la montagne, mais il s'en fout. Lui, c'est le maillot du meilleur sprinter qui l'intéresse. Désormais, une descente, attention, très pentue. Il faut être vigilant. Puis on aura 20 km de plat. C'est à peu près la plus longue distance sans ascension de toute l'étape. Une passage de vallée où il faudra essayer de creuser pour les 3 hommes de devant, mais où il faudrait aussi espérer que d'autres coureurs parviennent à les rejoindre. Et là, il n'y a personne qui n'a pu rejoindre Mats Pedersen, Luis Aula et Marc Soler. On a vu Sergio Samitier pour la Cofidis tenter d'y aller, mais il a immédiatement été suivi par Carlos Canal, par Lucas Nerurkar et surtout par Ben Tulets de la Visma Lease the Bike. Et ces 4-là ont donc ensuite rapidement été repris par ces mêmes coureurs de la Visma Lease the Bike qui ont comme objectif aujourd'hui vraiment de rouler, d'imprimer un rythme parce que c'est le genre d'étape, ces étapes punchy avec des ascensions courtes qui s'enchaînent que Jonas Vingegaard n'aime pas spécialement. Il préfère les longues ascensions en montagne. Et donc pour le protéger, pour qu'il soit à l'aise, on décide de rouler de manière soutenue et éviter plutôt des accélérations comme ça qui pourraient être incessantes. Et tout ça fait que il n'y a que 3 coureurs qui ont réussi à partir. Mats Pedersen, Marc Soler, Luis Aula et qui n'ont pas beaucoup d'avance, seulement 45 secondes d'avance sur le peloton. On va bientôt attaquer le balcon de Biscaya, 4 km à 5,3%. Mais évidemment, pour l'instant, ça sent pas du tout bon pour l'échapper, pour aller au bout. Ils ne sont que 3, ils n'ont même pas une minute d'avance.
Le sommet du balcon des Biscaya. On a toujours nos 3 hommes de tête. Marc Soler qui d'ailleurs la passe en tête en passant son relais. C'est lui bien sûr qui est le meilleur grimpeur et qui a fait la plupart de l'ascension. En tête, Mats Pedersen et Louis Solar qui sont plutôt des sprinteurs, rouleurs. Eux vont faire la descente et ensuite la petite vallée. 1 minute et 15 secondes d'avance seulement pour ces 3 hommes de tête sur le peloton, toujours mené par la Visma Lease the Bike. C'est bien compliqué. Mats Pedersen, il faut au moins qu'il tienne encore 60 km s'il veut prendre les 20 points du sprint intermédiaire, qui est probablement son principal objectif du jour. Mais avant ça, il y aura encore 2 ascensions. L'Alto des Morga, qui est la prochaine. C'est 8 km, mais c'est pas très pentu. C'est seulement 3,5% de moyenne, donc ça devrait pas être un souci pour lui. Par contre, l'Alto des Vivero et ses 4 km à 8%, ça sera un peu plus compliqué. Et Marc Soler qui décide de la tenter en solitaire. 79 km de l'arrivée. Il met une mini-accélération là au pied de l'Alto des Morga. Et Mats Pedersen et Louis Solar qui en ont ras les baskets, qui ne suivent pas. Le peloton est seulement 30 secondes derrière. Ils ont bien compris qu'il n'y avait aucune chance pour aller chercher quoi que ce soit. Donc Mats Pedersen se dit, allez, si je me fais reprendre par le peloton, je peux peut-être m'accrocher dans les roues et quand même aller chercher le sprint et les 20 points, puisqu'il n'y aurait plus personne devant si ce n'est Marc Soler. Et puis Louis Solar, qui est un bon grimpeur pour un sprinter, se dit que si jamais il arrive encore à s'accrocher lui aussi jusqu'à la fin, il pourrait peut-être quand même disputer la victoire finale. Enfin, bien sûr, c'est un gros si, parce que quand on voit l'organisation en patron là, de la Visma Lease the Bike, qui dès le premier mètre, c'était Victor Campenaerts qui s'était mis au kilomètre 0 en tête du peloton. Dès le premier mètre de cette étape, ils ont pris les choses en main. On a bien l'impression que Jonas Vingegaard, il n'a pas du tout envie de subir cette étape et peut-être même qu'il va aller la gagner. Marc Soler, qui est donc seul en tête désormais. Mats Pedersen et Louis Solar vont, je pense, rapidement être rattrapés par le peloton et on va voir combien de temps va pouvoir tenir l'Espagnol Marc Soler. Encore une fois, un coureur de la Team Emirates qui n'est pas là pour travailler pour Joao Almeida. Après Jevine, après Juan Ayuso. Là, c'est Marc Soler qui a quartier libre aujourd'hui. Marc Soler qui passe tout seul en tête au sommet et qui prend de nouveau 3 petits points. Et derrière, tiens, il y a une attaque de Louis Vervac qui est le 2e au classement de la montagne. Et vu qu'il n'y a plus personne entre Marc Soler et le peloton, c'est l'occasion de prendre des points. Il est suivi par un coureur de la Cara Rural. Il est suivi aussi par Victor Campenaerts pour la Visma Lease the Bike qui est vigilant. Santiago Buitrago qui suit aussi ce mouvement. Et c'est 4 coureurs qui sortent du peloton. Allez, Louis Vervac qui va prendre les 2 petits points. Et c'est Joël Nicolao qui est là pour la Cara Rural qui prend 1 point. Lui aussi, il est bien classé au classement de la montagne. On va voir jusqu'où va aller ce contre. La Victor Campenaerts, il a suivi pour contrôler. Mais bon, si les 3 autres se roulent ensemble et continuent d'avancer, Victor Campenaerts, il va se retrouver échappé un petit peu sans le vouloir. Les écarts qui ont un petit peu grandi. Marc Soler qui a fait un bon boulot dans cette ascension. Il a 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton. Alors qu'il n'en avait que 30 au pied de la difficulté. Et puis Victor Campenaerts, Louis Vervac, Santiago Buitrago et Joël Nicolao qui sont une dizaine de secondes désormais devant le peloton. Ces 10 km de plat là, entre les 2 ascensions, auraient été fatales à Marc Soler qui n'avait plus rien dans les jambes. Le groupe avec Campenaerts, Buitrago a été repris. Louis Vervac a juste eu le temps de sortir de celui-ci pour revenir sur Marc Soler, que déjà le peloton était sur eux. Et là, va les reprendre. Peloton donc de nouveau groupé juste au pied de l'Alto del Vivero. La difficulté la plus difficile du jour, 4 km à 7,9% que l'on va passer à 2 reprises. Entre les 2, il y aura les sprints intermédiaires. On va voir s'il va y avoir des attaques désormais pour former une échappée secondaire. Maintenant qu'on est un petit peu plus près de l'arrivée, on est à 58 km. Sachant que, de manière intéressante, ce n'est plus la Visma Lease the Bike pour la première fois de la course qui est en tête du peloton désormais. On voit la Q36.5 de Tom Pidcock, un autre des favoris du jour, se mettre en tête de ce peloton. Alors peut-être qu'il va attaquer là dès cette premier passage de l'Alto del Vivero. On va voir ça, on va voir comment ça va se jouer cette ascension qui pourrait être importante. Le peloton qui est encore quasiment entier parce que de l'arrière, des coureurs comme Jasper Philipsen, par exemple, se sont revenus. Mais il devrait y avoir de nouveau des lâchés dans cette ascension-là. Et c'est Mikel Landa, déjà loin au classement général, qui tente de sortir dans cette difficulté, dans cette ascension de l'Alto del Vivero. Mais il est suivi pour l'instant par personne. Et si ça y est, un autre coureur qui tente de sortir, c'est Santiago Buitrago, que l'on avait déjà vu sortir là tout à l'heure avec Campenaerts. Cette fois-ci, il suit le mouvement de Mikel Landa. Alors il suit avec un petit peu de retard quand même là, parce que Landa, il a déjà pris 20 secondes d'avance. Et devant, ça n'aura pas duré longtemps. Le moment où la Q36.5 était en tête du peloton, c'est de nouveau la Visma Lease the Bike. Wilco Kelderman désormais, après Dylan Van Baarle qui a fait un gros travail, qui fait cette ascension, encore une fois, pas dans le but de poursuivre les échappées, simplement de faire un train qui va bien pour Jonas Vingegaard.
Les 5 points pour Mikel Landa qui passe en tête. Santiago Buitrago est juste derrière lui, il va le rejoindre dans la descente. Et derrière, il y a un groupe de 5 coureurs qui a réussi à sortir du peloton avec Victor Campenaerts qui a suivi encore une fois pour un petit peu démoraliser ses attaquants. Parmi ces coureurs, on a Eddie Dunbar pour la Jayco Alula, on a Louis Roulant pour l'Arkea BNB Hotel, on a Camille Bonneux pour l'Intermarché Venti et puis on a Juan Guillermo Martinez pour la Picnic Postenel. Et puis, qui c'est là qui sort du peloton comme une balle? Ah bah c'est Mats Pedersen. Eh oui, Mats Pedersen, s'il veut prendre des points pour le sprint intermédiaire qui est bientôt là, mais il faut qu'il aille à l'avant parce que être dans le peloton, ça sert plus à rien parce qu'il y a plus de 5 coureurs devant. Et donc, il n'y aurait plus de points à prendre pour lui. Il sort juste au sommet, il va faire la descente à fond pour au moins rentrer là sur le groupe Campenaerts. Sur le duo Landa-Buitrago, ça risque d'être compliqué parce que ces deux hommes ont 20 secondes d'avance sur le groupe Campenaerts-Dunbar et 30 sur le peloton dont vient de jaillir là Mats Pedersen. Mais quel coureur ce Mats Pedersen, quel coureur, il vient de revenir sur le groupe de 5 coureurs et immédiatement il les attaque, il les distance dans la descente, il veut revenir aussi sur Landa et Buitrago. Alors là il y a quand même 40 secondes à les boucher et il reste seulement 10 km avant le sprint intermédiaire et du coup il va être la machine de ce groupe de poursuivants qui se sont quand même mis dans la roue de Mats Pedersen parce qu'ils ont bien compris qu'une fois qu'il aura fait cet effort, eh bien, il va se relever, il faut donc le suivre, mais voilà Mats Pedersen désormais en poursuite de Landa et Buitrago. Tous ces efforts qu'il fait, j'espère qu'il aura le maillot vert à Madrid, vraiment, parce qu'il le mérite terriblement. Premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est là où est jugé le sprint intermédiaire. Santiago Buitrago et Mikel Landa qui passent. Et Mats Pedersen, qui est pour l'instant pas en tête du groupe, attention de ne pas se faire avoir. Il demande de rentrer. Ah oui, non, c'est parce qu'il y avait il y a beaucoup de monde, des protestations, c'était un petit peu dangereux. Et Mats Pedersen qui ne passe qu'en 5e position sur la ligne. Là, c'est un peu étrange ce qui s'est passé. Mats Pedersen qui a demandé de ralentir au groupe qui était avec lui. Et du coup, il est passé qu'en 5e position sur la ligne. Mais je pense que le sprint intermédiaire, il n'était pas là. Il n'était pas à la ligne. C'est pas possible que Mats Pedersen se soit fait avoir comme ça après tous les efforts qu'il a fait pour passer seulement 5e sur la ligne. Je pense qu'il devait être juste avant. Et il a dû passer en 3e position. Mais on n'a pas vu les images alors. Parce que sinon... là, ça serait vraiment ballot, mais ouais, sur la ligne d'arrivée, où je pensais qu'était le sprint intermédiaire, il n'est passé qu'en 5e position en tout cas. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a Landa là, il a une crampe, Mikel Landa. Alors là, c'est vraiment... ça arrive pas souvent en vélo quand même. Et là, Mikel Landa qui a une crampe, il peut plus pédaler, il faut qu'il s'étire la jambe, et donc forcément, c'est fini pour lui là. Santiago Buitrago, il va pas l'attendre. Seul en tête désormais Buitrago, Mikel Landa. Ah, c'est terrible, lui qui évolue à domicile, en plus c'est un Basque aujourd'hui là. Eh ben, il a trop donné. Et Mikel Landa qui est obligé de... qui ne peut pas pédaler. Il s'étire. Derrière le groupe Mats Pedersen, Campenaerts a été repris par le peloton toujours mené par la Visma Lease Bike. Et ils vont pas tarder forcément à reprendre un Mikel Landa là, qui peut à peine pédaler. Il n'y aura plus donc que Santiago Buitrago désormais seul en tête. Avec une 40aine de secondes d'avance sur le peloton. Voilà Mikel Landa là, qui est déjà repris forcément. Ah, c'est vraiment pas de chance. Il avait très bien joué. C'était un joli duo Landa-Buitrago. Et ça n'ira pas plus loin pour lui. C'est parti pour cette deuxième ascension de l'Alto del Vivero. Santiago Buitrago seul en tête avec une 30aine de secondes d'avance sur un peloton qui est mené désormais par Finn Fischer-Black pour la Red Bull Bora Hansgrohe. On a vu Juan Ayuso aussi rouler fortement. Là, les choses sérieuses vont commencer. Et le peloton qui va être sacrément réduit, à mon avis, une fois qu'on aura passé cette difficulté. Et Jonas Vingegaard en 3e position, attentif dans la route de Jevine qui est en 2e position. Il n'a plus que Matteo Jorgensen, je crois, avec lui déjà dans les premières positions du peloton. On va retrouver bientôt les mêmes protagonistes que d'habitude, hein, avec Pidcock, avec peut-être Ciccone, avec Egan Bernal, avec Jay Hindley, Giulio Pellizzari. Parce que là, Finn Fischer-Black, il fait un gros travail. Et dans le peloton, il faut s'accrocher si on veut rester avec les leaders là. Hein. Et l'attaque de Joao Almeida, 2 km avant le sommet. Jonas Vingegaard qui le suit immédiatement. Matteo Jorgensen aussi, Pidcock qui réagit aussi parfaitement. Jay Hindley... c'est pas Jorgensen, c'est Ben Tullet là, qui est là pour protéger Vingegaard et qui prend la tête immédiatement. Là, il passe devant Almeida pour lui dire allez, calme-toi, on est à 25 km de l'arrivée, tu lâcheras pas mon leader comme ça. Il n'a pas insisté, Joao Almeida. Et on n'est pas que Buitrago est toujours seul en tête. Il a 15 secondes d'avance désormais sur le groupe des favoris. Et derrière, autour de Giulio Pellizzari, de mettre une petite accélération. Et encore Ben Tullet qui saute dans sa roue. Almeida en 3e position. Puis Vingegaard, Riccitello, Pidcock, Jay Hindley. Giulio Ciccone aussi. Encore une quinzaine de coureurs dans ce groupe des favoris. Et Almeida qui en remet une au moment où il rattrape la Santiago Buitrago.
Vingegaard qui suit sans souci. Ben Tullet qui est vraiment dans une grande journée. Le duo Hindley-Pellizzari qui est vraiment au même niveau. Difficile de savoir qui est le leader dans cette Red Bull Brands Group parce qu'ils sont toujours ensemble. Mathieu Recitello aussi qui est bien là. Pidcock et Ciccone. Et un tout petit peu derrière qui sont en train de revenir, c'est Jorgensen avec Egan Bernal et Thorsten Trein qui est là aussi qui s'accroche. Voilà les coureurs qui sont encore dans le groupe de tête au moment où ils vont passer au sommet là. Aïe 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 aïe. Là il y a problème. On avait vu déjà en passant le premier passage sur la ligne que c'était chaud, beaucoup de manifestants pro-palestiniens. Et là, je crois que c'est trop dangereux en fait. Cette ligne d'arrivée, des barrières ont été enfoncées. Et donc les temps vont être pris seulement à 3 km de la ligne d'arrivée. Ils vont quand même faire l'ascension là, de l'Alto des Piquets. Mais il n'y aura pas de vainqueur d'étape. Il y aura juste là les points au sommet de l'Alto des Piquets. Mais il n'y aura pas de vainqueur d'étape. Il n'y aura pas de différence de temps pris. Donc en gros, la fin de l'étape est neutralisée. Quel dommage, quel dommage. La cause évidemment de ces manifestants est juste, mais la manière de faire est complètement hors sujet. Et là on voit des images de l'arrivée où en effet il y a beaucoup de drapeaux palestiniens et ça c'est génial, c'est magnifique. Mais malheureusement ils ont essayé d'enfoncer les barrières pour bloquer l'arrivée. Donc la police est maintenant en phase 2. Mais ça ne pourra pas permettre aux coureurs de passer en toute sécurité. Et donc je pense qu'ils n'iront même pas jusqu'à la ligne d'arrivée. La course va s'arrêter à 3 km de là. Et d'ailleurs de la course il n'y en a plus vraiment. Le peloton qui est en train de se regrouper. Ça roule toujours, mais a priori, on ne va pas s'attaquer dans l'Alto des Piquets parce qu'on pourrait, puisqu'on dit que voilà, l'arrivée, enfin, les temps seront pris à 3 km de l'arrivée, donc il pourrait y avoir encore des écarts. Mais au vu de l'ambiance que ça crée, c'est pas top. On va voir ça. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vainqueur d'étape désigné déjà. Et je pense qu'au classement général, ce groupe qui est ensemble, là, d'une trentaine de coureurs, parce que des coureurs sont revenus de l'arrière, va rester ensemble jusqu'à la fin. On vient de passer là-bas. Des 10 km de l'arrivée, ça sera bientôt l'Alto des Piquets, mais pas sûr qu'il ait finalement une grande influence sur cette course où il n'y aura aucun vainqueur. Eh ben si, la beauté du sport quand même. Ils attaquent dans cet Alto de Piquet, c'est Thomas Pidcock qui met l'attaque avec Vingegaard immédiatement dans sa roue, Jay Hindley qui suit, Almeida qui prend un petit écart. Mais c'est vrai qu'il y a des secondes bonus à prendre au sommet, il y a 6, 4 et 2. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat. Thomas Pidcock qui continue son effort dans une foule... survolté, là, ça, par contre, c'est plein de drapeaux. Et Pidcock, il lâche Jonas Vingegaard. Hein. Il lâche Vingegaard, Thomas Pidcock, qui peut être déçu qu'il n'y ait pas de vainqueur aujourd'hui parce que vraiment, là, il allait passer en tête. C'est le meilleur descendeur du monde. Il aurait pu vraiment espérer remporter cette étape. Allez, Vingegaard, quand même, qui revient dans sa roue. Mais c'est tout. Hein. On a un duo Pidcock-Vingegaard qui est sorti. Et c'est important quand même parce qu'on rappelle que les temps ne seront gelés qu'à 3 km de l'arrivée. Donc si on arrive avec du retard à 3 km de l'arrivée, les écarts seront pris au classement général. Ouais, Pidcock qui en remet une encore. Vingegaard qui revient au train en restant assis. Pidcock, il est dans la forme de sa vie. Et il lâche Jonas Vingegaard, Thomas Pidcock. C'est pour l'honneur, c'est même pas pour une victoire d'étape a priori que Pidcock fait ça. Ça sera pour les 6 secondes aussi qu'il y a à prendre au sommet de cet Alto des Piquets. Voilà, c'est fait pour Pidcock d'ailleurs qui passe en tête. Vingegaard en deuxième position, environ 3 secondes derrière lui. Almeida qui passe en troisième position avec Hindley dans sa roue, suit Félix Gall, Egan Bernal, Recitello, Pellizzari. Un coureur de la Visma, c'est peut-être Jorgensen ou Ben Tullet. Il y a encore 2 autres coureurs que j'ai pas pu repérer dans ce groupe de poursuite. Donc derrière le duo Pidcock-Vingegaard parce que Vingegaard est revenu sur Thomas Pidcock, déchaîné et qui est vraiment le plus grand concurrent désormais pour le podium derrière Vingegaard et Almeida. Et aujourd'hui, pour la victoire d'étape, s'il y en avait une, il aurait là aussi été le candidat numéro 1. On est à 3 km 500 de l'arrivée et donc je suppose à 500 mètres du moment où les temps vont être pris. Pidcock et Vingegaard qui roulent ensemble à fond, qui collaborent bien sûr. Ils ont 10 secondes d'avance sur Joao Almeida qui est accompagné de Jay Hindley, de Matteo Jorgensen et de Félix Gall. Et ils ont environ 20 secondes d'avance sur le groupe Ciccone avec Pellizzari, Bernal et Recitello. Et ils viennent de passer la ligne des 3 km et ils continuent de rouler. Alors je ne sais pas non plus, on ne sait pas ce dont sont vraiment au courant les coureurs aussi. Hein. Nous, on est au courant de ça. Mais non, ça y est, il les demande de les bloquer. La voiture du commissaire, la moto qui les arrête. Ah, c'est vraiment une fin très bizarre. C'est vraiment une fin très bizarre. Pidcock et Vingegaard, on ne sait même pas qui est passé en tête de la ligne des 3 km. Ça n'avait aucune importance. Ah, ça aurait été un beau duel de voir ces 2 coureurs arriver ensemble sur la ligne. Un joli sprint entre Vingegaard et Pidcock. Eh ben, on l'aura pas. Ils vont reprendre une dizaine de secondes donc à Almeida, à Jorgensen, à Hindley et à Gall. Et on voit des images de la ligne d'arrivée où c'est le bordel. C'est le bordel total. Bon, les supporters ont l'air quand même calmes. Hein. Il y a beaucoup de drapeaux, c'est vrai, avec des messages, des banderoles.
Mais il n'y a pas l'air d'avoir de violence non plus. Je pense que les organisateurs ont simplement eu aussi un petit peu peur. Mais c'est vrai que non, sur le premier passage, c'était vraiment chaud. Il y avait vraiment des tensions, des batailles sur les côtés entre la police et les spectateurs. Donc voilà, on en restera là. Et c'est vraiment dommage. Dommage pour tout le monde, hein, pour la course évidemment, pour les spectateurs au bord de la route. Et pour les coureurs aussi, qui se préparent depuis longtemps pour ça. Mais voilà, la présence de l'équipe Israël Première Tech, forcément, n'a pas vocation à apaiser les tensions qui sont légitimes. Mais voilà, bloquer une course cycliste, c'est pas ici que se passe le combat, c'est inutile. Et il n'y aura pas de vainqueur donc aujourd'hui. On n'a même plus d'images de la course là. On nous montre des belles images de Bilbao. Tout le monde a arrêté, tout est arrêté. C'est fini. Allez, si l'on a des images du groupe de favoris avec Almeida, avec Vingegaard qui roule au ralenti. On les fait... c'est énorme comme image. On les fait passer du coup par une toute petite route pour rejoindre les bus. Et là, il y a des gens qui sont attablés à la terrasse. C'est la route un petit peu normale de Bilbao, pas du tout la route de la course. Et il y a des coureurs qui passent tranquillement sur les trottoirs à 15 à l'heure. Et quelques personnes qui sont là un petit peu hallucinées de voir ces coureurs professionnels traverser là un parking d'un centre commercial en vélo. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de voir. On les exfiltre par les petites rues de Bilbao. Et les gens qui sont là, qui retournent du boulot, qui ne sont pas du tout à Bilbao pour suivre la course, sont tout étonnés de se retrouver face à ces coureurs. Et je crois que par contre, il semblerait que Tom Pidcock, lui, n'a pas pris la route du détour. Et il a continué jusqu'à la ligne un petit peu par fierté, voilà, parce qu'il sentait que cette étape était pour lui. Il est dégoûté. Et il est allé passer jusqu'au bout, je crois. On n'a pas les images, mais je l'imagine bien. S'il y a bien un coureur qui peut faire ça, c'est lui. Ouais, ça y est, voilà, on a l'image de Pidcock, lui. Il a pris la route principale. C'est peut-être le seul coureur à passer la ligne d'arrivée aujourd'hui. Il est le seul à passer la ligne derrière une haie de policiers. C'est sa manière à lui de protester aussi, Tom Pidcock. Et c'est bien joué de sa part aussi. C'est une belle image, celle de Pidcock tout seul au milieu d'une route où il y a des centaines de policiers et des journalistes. Et il y a Pidcock qui passe la ligne. Et de l'autre côté des barrières, bien sûr, des centaines et des centaines de supporters venus voir du vélo, d'autres avec des drapeaux palestiniens pour soutenir une juste cause et quelques-uns pour créer des soucis. Et ça sera malheureusement ceux qui ont créé des soucis qui prendront la tête d'affiche et qui auront gâché cette belle journée de sport. Il aura fallu attendre un certain temps pour avoir les résultats officiels et les écarts finalement dans cette étape, au final extrêmement étrange. Pour la petite anecdote, c'est Jonas Vingegaard qui est passé en tête au kilomètre 3, juste devant Thomas Pidcock. Ces deux hommes reprennent 10 secondes à Jay Hindley, Almeida, Jorgenson égal, et 24 secondes à un autre quatuor, celui avec Egan Bernal, avec Ciccone, Pellizzari et Riccitello. Torsten Tren a bien hésité, ne perd que 36 secondes. Et on a donc, de manière intéressante, les 11 premiers du classement général qui finissent aux 11 premières places de cette étape. Il n'y aura donc pas de grands changements au classement général. Il y a des coureurs qui ont perdu quand même beaucoup de temps. Les derniers du jour terminent à 19 minutes et 45. Un groupe où on retrouve Mats Pedersen qui n'avait vraiment plus rien dans les jambes après ses gros efforts de la journée. C'est toutefois Archie Ryan pour l'IF Education Easy Post qui termine le dernier du jour. Et puis 3 abandons. Paul Ourselin pour la Cofidis et Ramses De Bruyne pour l'Alpecin de Koenig étaient non partants aujourd'hui alors que Chris Harper a lui abandonné en cours d'étape. Une étape sans vainqueur officiel. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé dans l'histoire, mais ça n'a pas dû se produire souvent quand même. Classement général, Vingegaard compte désormais 50 secondes d'avance sur Almeida et 56 sur Thomas Pidcock. Torsten Tren chute de la 2e à la 4e place désormais, pointé à 1,06 de Vingegaard. Top 10 complété par Félix Gall, Matteo Jorgenson, Jay Hindley, Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari et Mathieu Riccitello. Egan Bernal est lui juste aux portes en 11e position. Au classement par points, là par contre, l'annulation de la fin de l'étape est une bonne nouvelle pour Mats Pedersen parce que sinon Jonas Vingegaard aurait marqué beaucoup de points et là il n'en marquera pas. Vingegaard, donc Pedersen désormais leader avec 135 points. Vernon en a 111. Vingegaard et Philipsen sont ex-aequo avec 105 points. Il n'est pas impossible que si Mats Pedersen remporte le maillot vert à Madrid, ce sera grâce à la neutralisation de cette fin d'étape. Et puis classement de la montagne, là Jevine, il va rester un sacré moment, il a 46 points, Louis Vervac en a 25, Juan Ayuso et Joel Nicolao en ont 20. Classement du meilleur jeune, Giulio Pellizzari, à 27 secondes d'avance sur Mathieu Riccitello. Junior Le Cerf est plus loin, lui, à 1,50. Demain, nouvelle étape, et on espère que celle-ci pourra avoir lieu jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de soucis, mais bon, voilà, on ne sait pas encore, c'est
possible que ce ne soit pas la fin des soucis tant que l'équipe Israël Premier Tech sera dans le peloton. Il y aura des manifestations et donc des risques de troubles, voire d'annulation de la course. Demain, c'est une étape de 146 km très courte avec 2 ascensions seulement au programme. Une en début d'étape qui fait 6% de moyenne sur 8,6 km et puis une plutôt vers la fin à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Kolyada des Brennes, 7 km à 8% de moyenne. Par contre, après ça, il y aura une descente, puis 15 km de plat avant l'arrivée. Une étape qui pourrait encore une fois sourire à des baroudeurs parce que ça sera très compliqué de faire des différences au classement général demain. Donc, il est possible que les leaders se désintéressent un petit peu de l'étape. Ça sera donc peut-être une bonne occasion pour les échappés, en tout cas que ce soit les échappés ou les leaders. On espère qu'il y aura au moins un vainqueur, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.